Je suis Eric Cohen, je suis avant-vente de 3 solutions principales chez IBM, Protectir pour la sauvegarde, et puis XID et Spectrum Accelerate pour le stockage des données primaires. Voilà, donc j'ai rejoint le STG, qui s'appelle aujourd'hui IBM System Hardware, il y a à peu près 4 ans. Si vous voulez bien, nous allons démarrer la présentation. L'objectif, c'est de vous parler de l'offre, la nouvelle offre logicielle de stockage en mode bloc qui s'appelle IBM Spectrum Accelerate. Cette offre est intégrée dans une offre plus globale qui a été annoncée en mi-2015, donc très récemment, qui s'appelle IBM Spectrum Storage. Et cette offre IBM Spectrum Storage fait bien sûr partie de l'offre globale de stockage d'IBM. Au niveau de la version de ma présentation, j'ai pris le pas de modifier ma présentation chaque fois qu'une annonce importante était faite sur Spectrum Accelerate. Donc, j'intègre ces modifications, ces annonces dans ma présentation, et je modifie le versionning. Donc aujourd'hui, je couvre l'annonce plus les mises à jour qui ont été faites en septembre et novembre 2015. Donc nous sommes en version 1.2 pour ma présentation. L'agenda que je vous propose est le suivant. Dans un premier temps, j'introduirai cette nouvelle offre de stockage dans l'environnement IBM. Vous allez le voir, c'est une offre de stockage en mode grid qui est directement issue de l'offre de l'appliance XID. Donc je présenterai l'architecture de l'appliance XID qui a été reprise par Spectrum Accelerate. Et ensuite, on passera à la présentation détaillée de l'offre Spectrum Accelerate. Donc on reverra son architecture basée sur du x86, les différentes fonctions de stockage qu'elle propose, la méthode de déploiement, les performances en fonction des configurations, le mode de licence, quelques cas d'usage, et un dernier point qui est très à la mode, dont beaucoup parlent, qui est l'hyperconvergence. On verra donc comment cette offre IBM Spectrum Accelerate s'intègre dans l'hyperconvergence. Alors, dans ce chart, je rappelle la stratégie d'IBM en termes de stockage et donc les 4 axes majeurs de développement d'IBM aujourd'hui. Le premier, c'est le flash, qui permet d'offrir les meilleures performances. Le deuxième, c'est la virtualisation. C'est un secteur dans lequel nous sommes présents depuis une dizaine d'années. Nous sommes même leaders. Le troisième, c'est le cloud, aussi bien on-premise, off-premise que l'hybride, qui permet d'optimiser des ressources. Et enfin, le quatrième, qui est au cœur de notre présentation, c'est l'offre SDS, qui permet, en quelques mots, de mettre en place des solutions de stockage très rapidement. C'est vraiment un axe important. IBM a investi plus d'1 milliard de dollars sur les quelques années à venir pour ce segment SDS. Alors, au niveau des évolutions du mode des offres de stockage chez IBM. Au départ, nous avions des données qui étaient extrêmement structurées, dont une des caractéristiques était des rétentions permanentes. C'est ce qu'on appelle chez IBM des System of Records. Et pour stocker ces données-là, nous avions des systèmes de stockage qui étaient relativement simples, à savoir pour les données primaires, un système de stockage basé sur 2 contrôleurs qui se partageaient des disques en grappes, RAID 5, RAID 6, voire du RAID 10. C'est une technologie qui a été efficace jusqu'à un premier tournant dans l'évolution de la donnée. Il y a une dizaine d'années, les données ont été de plus en plus capacitives. Et cette architecture double contrôleur avec des disques n'était plus adaptée à gérer cette évolution de la capacité. C'est la raison pour laquelle IBM a développé des logiciels, mais ces logiciels ont été intégrés dans les baies de stockage existantes. Ces logiciels ont été répartis, vous le voyez sur la gauche, dans 3 familles. La première famille qui intègre les fonctions de déduplication et de compression, cette famille permet de diminuer les espaces de stockage. La deuxième famille qui intègre les fonctions de virtualisation et de sync provisioning permettait d'optimiser les espaces de stockage. Et enfin, la troisième famille
qui intègre les fonctions d'EasyTIR ou de LTFS. C'est une famille qui permettait d'optimiser le placement des données. Eh bien, quand on a intégré ces logiciels dans les baies de stockage, on avait toujours des solutions de stockage en mode appliance avec de l'intelligence intégrée qui permettait de contrecarrer les évolutions un petit peu anarchiques des espaces de stockage. Parce que je vous rappelle que il y a à peu près, à partir d'il y a 10 ans, les évolutions de capacité étaient d'à peu près 40% d'augmentation par an. Ce qui faisait tous les 2 ans 1,4 au carré, pratiquement 2, donc un doublement des capacités. Et puis, il y a quelques années, depuis quelques années, on trouve sur le marché de plus en plus de données non structurées qui sont issues de l'Internet et des réseaux sociaux, et dont une caractéristique est la rétention aléatoire. Et pour stocker ce type de données, les appliances de stockage n'étaient plus adaptées. Il a donc fallu développer de nouvelles solutions de stockage. Ce sont des solutions de stockage qui sont intégrées dans l'offre SDS d'IB. Voilà donc une évolution de la donnée qui a impliqué une évolution des solutions de stockage. Et vous le voyez en haut à droite sur la colonne de droite, le premier logiciel développé dans la famille SDS, c'est le logiciel Spectrum Accelerate. Donc dans cette offre Spectrum Accelerate, vous avez 3 familles principales. La première famille, c'est une solution, donc des offres de solutions de stockage en mode bloc, matérialisées par 2 composants, Spectrum Virtualize directement issu de SPC et Spectrum Accelerate directement issu de l'appliance XID. Vous avez également une deuxième famille qui sont des solutions de stockage en mode file. Vous avez comme produit principal Spectrum Scale associé à Spectrum Archive. Alors, j'ai mis en italique Spectrum Archive parce qu'en fait, ce produit n'est pas autonome. Il est forcément attaché à Spectrum Scale. Et puis, pour gérer ces espaces de stockage, soit en mode bloc, soit en mode file, pour les administrer et pour assurer leur disponibilité, la disponibilité des données qu'ils traitent, on a 2 composants qui ont été intégrés à la famille. Le premier qui s'appelle Spectrum Control, qui permet donc d'administrer les données, les serveurs, le SAN et les baies de stockage, et les baies ou les logiciels de stockage. Et puis vous avez Spectrum Control, issu de TSM, qui permet d'assurer la disponibilité, de sauvegarder les données qui sont présentes sur ces logiciels. On va donc passer maintenant rapidement sur l'XIV, qui est à l'origine du développement du logiciel Spectrum Accelerate. Alors, rapidement, un XIV, c'est un système de stockage, c'est une appliance de stockage en mode bloc, qui est dédié au monde open, mais qui peut être utilisé par l'IBMI, qui est classé high-end chez IBM et qui est adapté au cloud de par ses fonctions. Ce qui est très important, c'est que XIV se différencie sur le marché par une architecture en mode grid. Donc c'est le seul, à ma connaissance, système de stockage qui n'utilise pas 2 contrôleurs, mais qui utilise un contrôleur. Pour l'historique, c'est une société qui a été fondée en 2002 par Moshe Hanai, qui a été rachetée par IBM en 2007. Alors, quelle est la caractéristique de cette offre XIV? Sa caractéristique, c'est qu'elle présente une architecture en mode grid. Ce qui veut dire que vous avez plusieurs modules qui ont exactement la même configuration, qui sont interconnectés par des réseaux extrêmement performants, des réseaux InfiniBand à 40 gigabits par seconde, performants, et qui sont pilotés par des applications qui ont été développées spécialement pour ce type d'architecture en mode grid. Et cet ensemble, architecture matérielle en mode grid, plus logiciel adapté, permettent 4 points principaux, 4 fonctions principales. La première, c'est que on va pouvoir distribuer le traitement des I/O sur la totalité des modules. Les données seront réparties sur la totalité des disques. Dans l'architecture proposée par XIV,
chacune des données sera échantillonnée en partitions de 1 méga et chacune des partitions sera dupliquée. Bien entendu, la partition dupliquée sera stockée sur un module différent de celui de la partition primaire. Et enfin, dans cette architecture-là, vous avez une évolution bidirectionnelle, puisque vous pouvez rajouter des modules, soit pour augmenter la capacité, soit pour augmenter les performances. Voilà en quelques mots la description d'une architecture grid, ainsi que les fonctions qu'elle offre. Alors, pour bien comprendre la puissance de cette architecture, il faut la comparer avec une architecture traditionnelle. Dans une architecture traditionnelle, conventionnelle, vous avez, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, deux contrôleurs qui vont se partager un espace de disques, de groupes de disques. Le traitement des I/O d'une application est attaché à un des contrôleurs. Les données sont réparties sur un groupe de disques et non pas sur la totalité des disques. Je reviens au traitement des données. Si vous avez, dans une architecture conventionnelle, un contrôleur qui tombe en panne, tous les I/O vont être réaiguillés sur le deuxième contrôleur, mais comme ce deuxième contrôleur n'a plus de filet, n'a plus de backup, sa fonction cache sera désactivée. Ça veut dire que dans un environnement, dans une architecture conventionnelle, quand on perd un contrôleur, on perd beaucoup plus de 50% de la puissance de traitement. On perd à peu près 80% de la puissance de traitement. A l'inverse, dans une architecture grid, si on perd un contrôleur, on perd 1/n de la puissance de traitement. Je reviens à l'architecture conventionnelle. En général, les disques sont en RAID 5, RAID 6, depuis peu en distributed RAID. Eh bien, dans ce cas-là, si vous perdez 2 ou 3 disques, vous pouvez perdre des données. Et enfin, dans une architecture conventionnelle, si vous avez besoin de capacités supplémentaires, vous pourrez rajouter des tiroirs. Par contre, si vous avez besoin de puissance supplémentaire, vous n'avez pas d'autre possibilité que de rajouter des baies de disques. Voilà donc une comparaison entre l'architecture grid et l'architecture conventionnelle. La première conséquence d'une architecture grid, c'est que vous avez un parallélisme massif. Vous le voyez, vous allez le voir dans l'animation. Quand une application veut traiter, lire ou écrire des données sur un environnement de type XID, donc spectrum accéléré, comme on verra tout à l'heure, eh bien, la totalité des I/O seront réparties sur la totalité des modules et les données seront réparties sur la totalité des disques. Ce qui est vrai pour le traitement des données issues des hosts est également vrai pour toutes les données administratives, pour toutes les données traitées par des fonctions administratives, que ce soit des snapshots, que ce soit de la réplication. Donc en fait, cette puissance, elle n'est pas attachée uniquement aux données issues des hosts, elle est également fournie pour toutes les applications, les fonctions d'administration. Le résultat, vous le voyez sur cette courbe-là, si on prend une configuration identique en termes de disques, si on compare les performances obtenues avec une baie bicontrôleur, ce qui est en gris sur le schéma, et ce qui est obtenu avec une BXID avec ou sans flash, vous voyez que la différence est importante. La deuxième conséquence d'une architecture grid, c'est qu'elle présente une virtualisation, elle propose une virtualisation native. Il n'y a pas eu besoin de code pour virtualiser les données. En fait, le système propose une couche d'abstraction qui va masquer les espaces physiques, les disques, aux applications ou aux administrateurs. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'étude préalable quand on met une BXID en fonction. Et surtout, comme c'est le système qui va s'occuper du load balancing, celui-ci est automatique, il n'y aura pas de monitoring à gérer. À l'inverse, quand je suis dans une architecture conventionnelle, la première opération à réaliser, c'est une étude préalable pour savoir où je vais positionner mes données. Et ensuite, c'est à l'administrateur, de temps en temps, de vérifier que le load balancing est correctement appliqué. En vitesse de croisière, vous le voyez, avec une virtualisation native, vous avez une évolution linéaire de l'utilisation des disques. Donc, vous n'avez pas de point chaud et la capacité est utilisée de façon optimale.
À l'inverse, dans une architecture conventionnelle, forcément, au bout d'un moment, vous allez avoir des disques qui vont être plus sollicités que d'autres. Donc vous allez vous retrouver avec des points chauds. Il y a des études à mener pour éliminer ces points chauds. Les résultats de cette deuxième conséquence, vous voyez, c'est que quand je suis dans une architecture traditionnelle, on se retrouve dans une architecture traditionnelle avec une répartition déséquilibrée des IO. Et vous le voyez sur le graphe, on se retrouve dans une configuration où 70% des IO sont traités par moins de 30% des disques. A l'inverse, dans une architecture XIV, la répartition des IO est complètement équilibrée. Vous le voyez sur le graphe, nous sommes dans une configuration à 15 modules. Pratiquement tous les disques sont utilisés de la même façon. Troisième conséquence d'une architecture grid, vous avez une émulation dynamique. Si vous rajoutez un module, le microcode va faire en sorte de répartir sur son module la totalité des données qui étaient enregistrées sur le module existant. Et à partir du moment où le module, cette répartition se fait en tâche de fond. À partir du moment où le module est ajouté, eh bien, tous les serveurs vont pouvoir bénéficier de la puissance supplémentaire, du stockage supplémentaire. Bien entendu, la répartition équitable des partitions est conservée sur la totalité des modules, de façon à ce que l'architecture grid puisse être utilisée. Et enfin, la quatrième conséquence d'une architecture grise, c'est des temps de reconstruction d'un module ou d'un disque en panne extrêmement limités. Prenons le cas d'un module en panne. Le système va initialiser une phase que l'on appelle phase out. Je rappelle que dans une architecture grid XIV, la totalité des partitions issues des IO des applications sont dupliquées. Ça veut dire que si je perds un module avec ces données, j'avais sur ces modules soit des données primaires, des partitions primaires, soit des partitions de copie, eh bien, je vais pouvoir reconstruire ces données à partir des partitions de copie ou des partitions primaires qui étaient référencées sur les autres modules. Donc, le système a initialisé une reconstruction de ces partitions, ce qu'on appelle le phase out. La répartition équitable est une fois plus conservée et aucun impact sur les serveurs pendant cette répartition. Ça veut dire que quand vous perdez un disque ou quand vous perdez un module, votre système continue à, vos applications continuent à accéder à leurs données de façon complètement transparente et le système en tâche de fond va répartir les partitions qui ont disparu sur les modules existants. Si j'ai un disque qui tombe en panne, j'ai exactement la même application de phase out qui est appliquée sur ce disque. Et vous avez dans le tableau qui vient d'apparaître une estimation des temps de reconstruction, prenons le cas d'un disque de 6 Tera, dans une architecture grid. Pour reconstruire un disque de 6 Tera, vous avez besoin de moins d'une heure. Je rappelle que dans une architecture RAID 5, RAID 6, c'est en général plus de 20 heures qui sont nécessaires pour reconstruire une grappe. Je passe rapidement, mais je ne peux pas faire l'impasse sur la BXIV. Une BXIV, c'est un certain nombre de modules data ou modules le nom m'échappe, interface module, pardon, voilà. Dans chacun des modules, vous allez avoir une configuration identique et les modules interface se différencient des modules data parce qu'ils ont en plus des modules data des cartes d'interconnexion vers les hosts. La raison pour laquelle j'insiste sur ce chart, c'est que la totalité des composants sur tous les modules, qu'ils soient data ou interface, ce sont des composants standards du marché. Que ce soit de la RAM, de la CPU, que ce soit des bus, ce sont que des composants standards. Et ça, c'est très important pour comprendre la suite de la présentation. Donc, je passe rapidement sur les composants extérieurs à ces modules. Donc, en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que le XIV, c'est une appliance, donc c'est du matériel qui permet d'offrir des services de stockage avec une architecture en mode grid. Cette architecture en mode grid assure les meilleures performances,
de très haute disponibilité, une automatisation des tâches d'administration. J'ai mis en gris une simplicité et de nombreuses fonctions que je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas le temps. Alors, passons maintenant à la présentation de l'offre IBM Spectrum Accelerated. Qu'est-ce que c'est que IBM Spectrum Accelerated? Eh bien, en réalité, ce n'est ni plus ni moins que le logiciel qui a été développé sur la BXIV et qui a été porté sur des serveurs x86, serveurs pilotés par des hyperviseurs. Aujourd'hui, l'hyperviseur qui est supporté par IBM Spectrum Accelerated, c'est celui de VMware. Demain, ça sera celui de KVM et après-demain, celui de l'Hyper-V. Donc en fait, Spectrum Accelerated, c'est le logiciel XIV porté dans un environnement x86. Pourquoi cette migration a été relativement facile? Comme je vous l'ai dit dans le chat précédent, c'est que tous les modules de l'XIV, tous les composants des modules interface ou data de l'XIV étaient des modules standards. Et exactement les mêmes composants qu'on va retrouver sur des serveurs x86. C'est la raison pour laquelle cette migration n'a pas été trop compliquée. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que IBM Spectrum Accelerated, c'est un logiciel qui offre des services de stockage extrêmement performants qui vont s'installer non plus sur du matériel propriétaire, mais sur l'infrastructure de clients. Parce que quel client n'a pas aujourd'hui des serveurs x86? Alors, au niveau de l'architecture, vous l'avez compris, dans une architecture Spectrum Accelerated, les serveurs x86 vont remplacer les modules XIV. On va toujours travailler dans un mode, dans une architecture hardware en grid, c'est-à-dire un certain nombre de serveurs x86 qui vont être mis en grid pour partager leurs ressources de stockage et leurs ressources de compute. On peut démarrer aujourd'hui une architecture Spectrum Accelerated avec 3 serveurs et aller jusqu'à 15. On parle alors de cluster Spectrum Accelerated, de 3 à 15 serveurs. Et ça, c'est une première différence avec un XIV pour lequel on démarre de 6 et on va jusqu'à 15 modules. Comme sur un XIV, bien entendu, les données issues des applications, des serveurs, vont être réparties sur la totalité des disques. La duplication des partitions est toujours assurée dans une architecture Spectrum Accelerated, puisque je vous rappelle qu'on a repris le code XIV. La RAM est toujours utilisée en cache pour toutes les écritures, et pour toutes les lectures d'ailleurs. Le SSD, donc si on met du flash, en fait on va utiliser le flash comme sur le XIV, uniquement en extension de la RAM, et uniquement pour les données en lecture. Et les connexions d'un environnement Spectrum Accelerated vers l'extérieur se font en iSCSI, à 1 ou 10 Go. Et donc ça, c'est la grosse différence avec le XIV, qui lui supporte aussi bien le iSCSI que le FC. Il faut savoir que dans la roadmap Spectrum Accelerated, on a annoncé le support du FC en fin 2016, en fin de cette année. Au niveau, si je fais un zoom maintenant sur un des serveurs de l'offre Spectrum Accelerated, au niveau du stockage, on peut avoir de 6 à 12 disques, de 600 à 6 Tera. Là également, il y a quelques différences avec les modules d'un serveur d'une appliance XIV. Dans un module XIV, on a forcément 12 disques. Donc si je reviens à la configuration d'un serveur Spectrum Accelerated, vous avez de 6 à 12 disques pour la partie stockage, l'offre de stockage. Vous avez un disque qui doit être dédié à la VM sur laquelle on va installer le code Spectrum Accelerated. Et puis, si vous souhaitez booster les performances, on peut rajouter un disque SSD. Au niveau de la CPU, on a entre 4 et 20 corps physiques qui peuvent être dédiés à la VM Spectrum Accelerated. 2 corps le seront au système d'exploitation. Au niveau de la mémoire, on peut démarrer à 24 Go et aller jusqu'à 128 Go pour la VM Spectrum Accelerated, sachant que 8 Go doivent être dédiés à l'OS. Et au niveau des liaisons vers l'extérieur et des liaisons entre les nodes, on a besoin au minimum
de 2 ports Ethernet au maximum de 6 ports Ethernet. Le prérequis sur un environnement Spectrum Accelerated, aujourd'hui, c'est l'OS VMware ESX 5.5 en update 2. Au niveau, donc cette baie de stockage, enfin, ce logiciel de stockage Spectrum Accelerated va récupérer un certain nombre de fonctions qui ont été développées sur l'XAVI. Donc au niveau des fonctions, j'ai résumé sur les 5 slides qui suivent les différentes fonctions disponibles. La première fonction, c'est le sync provisioning. Mais pour le coup, c'est un abus de langage. Il faut savoir que dans un environnement Spectrum Accelerated, la fonction sync provisioning, elle est intrinsèque à l'architecture. Donc, il n'y a pas réellement de code qui a été développé pour fournir le sync provisioning. Dans un environnement Spectrum Accelerated, ne sont réservés sur le stockage que les octets qui ont été transmis par les applications. Par contre, si l'on veut optimiser les espaces de stockage, on va jouer sur du surbooking, ce que l'on appelle, dans le monde Spectrum Accelerated, de l'overprovisioning. Vous le voyez sur le schéma, soit je crée des groupes de lunes, des pools sans surbooking, et à ce moment-là, je réserve la place qui est demandée par les applications, soit alors je crée des groupes de lunes avec des capacités inférieures à celles demandées par les applications. Et l'avantage d'un overprovisioning sur un sync provisioning traditionnel, c'est que ma vérification se fait non pas lune par lune, mais par groupe de lunes. C'est donc beaucoup moins pénalisant en termes de performance. Le système Spectrum Accelerated peut gérer de la réclamation via 2 commandes iSCSI qui ont été développées, qui ont été normalisées. Le WriteSend et le Unmap. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un système d'exploitation efface des fichiers, ce système d'exploitation est capable, via ses commandes, de demander ou d'offrir la possibilité à la baie de stockage de libérer les octets sur lesquels le fichier s'appuyait. Eh bien, ces fonctions-là sont intégrées à Spectrum Accelerated. Quand on utilise le WriteSend, en fait, on va écrire sur la baie de stockage des scènes de 0 pour que la fonction de réclamation sur la baie puisse faire le ménage. Eh bien, Spectrum Accelerated, on profite non seulement pour faire le ménage, mais également pour vérifier que la totalité des blocs d'un disque que la totalité soit cohérente. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction de scrubbing. On est capable ainsi de détecter en avance des blocs qui seraient défaillants. On supporte bien sûr la technologie de snapshot, mais c'est une technologie qui a été designée en redirect on write et non pas en copy on write. Donc certes, le redirect on write est un petit peu plus compliqué à implémenter, mais il est beaucoup plus performant, puisque à chaque modification suite à un snapshot, à chaque modification de données, vous n'avez pas 2 I/O qui sont exécutés, mais un seul, puisque vous allez modifier, vous allez déplacer la donnée qui a été écrite. Les snapshots peuvent être instantanés. Le nombre de snapshots est pratiquement illimité, il est de l'ordre de 15 000. On peut utiliser des snapshots en consistency group, et une des caractéristiques du Spectrum Accelerated, c'est qu'il supporte le cascading de snapshots. On supporte le volume copy, donc c'est l'équivalent de snapshot, sauf qu'à la fin de la copie, le volume est complètement indépendant du volume source, donc ce qui permet de faire du clonage. On a la possibilité de gérer de la réplication, ce qu'on appelle dans Spectrum Accelerated du remote mirroring. Ça peut être de la réplication synchrone, de la réplication asynchrone, et on peut gérer des groupes de lunes, ce que l'on appelle des consistency groups. Dans un environnement Spectrum Accelerated, tout cela se passe uniquement en IP, puisqu'on n'a pas de liaison FC. On a une fonction très intéressante, une fonction de migration, qui permet de remplacer pratiquement sans impact sur les applications une baie de stockage iSCSI par une baie de stockage Spectrum Accelerated. Et puis, on a la possibilité d'insérer sur les serveurs
de l'offre Spectrum Accelerate des modules SSD de façon à booster les performances. On supporte le protocole LDAP qui permet de sous-traiter à des serveurs extérieurs les authentifications et les droits d'accès à des ressources. On a depuis une version récente annoncé le support de QoS. En fait, vous l'avez compris, dans une architecture grid, toutes les lunes qui sont réparties sur tous les disques ont exactement les mêmes performances. Ce qui peut être dommage si on a des lunes qui sont attribuées à des tests et des lunes qui sont attribuées à de la production. C'est la raison pour laquelle on a développé des classes de services qui permettent de limiter les performances pour certaines lunes. Et cette limitation se fait sur les cartes d'interconnexion avec l'extérieur. Donc, on n'utilise pas le tir, on va utiliser uniquement des limitations que l'on va affecter à des cartes Ethernet, à des ports Ethernet qui sont en connexion avec l'extérieur. Et puis la dernière fonction sur ce slide, c'est une fonction que l'on trouve pratiquement nulle part ailleurs, c'est le multi-tenancy. Vous avez la possibilité, dans une solution Spectrum Accelerate, de découper votre espace de stockage en plusieurs espaces complètement cloisonnés. Donc ce sont des espaces logiques, cloisonnés en termes de ressources, mais également cloisonnés en termes d'administration. Et c'est ça qui fait la force de cette fonction. C'est qu'un utilisateur pourra être administrateur, c'est-à-dire avoir tous les droits sur toutes les ressources, mais uniquement dans le domaine dans lequel il aura été créé. Ça, c'est une fonction qui est très demandée. Au niveau de l'interface graphique, donc vous le connaissez certainement, on a une interface graphique qui est issue de XIV très intuitive, qui permet d'administrer, d'exploiter et de surveiller un environnement Spectrum Accelerate. On peut utiliser des unités extérieures telles que des téléphones portables, des tablettes, pour pouvoir aujourd'hui recevoir des alertes, vérifier les performances, et demain, à partir de ces dashboards, on pourra également administrer au minimum une baie de stockage Spectrum Accelerate, le logiciel de stockage Spectrum Accelerate. Et puis on a une famille Hyperscale qui a été développée de façon à pouvoir gérer au mieux un certain nombre de clusters Spectrum Accelerate, voire un mix de clusters Spectrum Accelerate et de baies XIV. La première de ces fonctions, c'est le Hyperscale Manager qui permet d'administrer en concurrent un certain nombre de Spectrum Accelerate et ou de XIV. La deuxième fonction Hyperscale, c'est la fonction Hyperscale Mobility, qui est très intéressante. Elle va permettre de répartir de façon complètement transparente les charges entre différents serveurs Uplane XIV et différents clusters Spectrum Accelerate. Donc si vous avez par exemple une dizaine de Spectrum Accelerate qui sont installés, vous allez pouvoir déplacer de façon transparente pour les applications des volumes d'un Spectrum Accelerate à un autre Spectrum Accelerate, voire à un autre XIV. Et puis, l'Hyperscale Consistency, sont des snapshots synchronisés entre des lunes qui appartiennent à des clusters différents. On a une intégration très forte de Spectrum Accelerate avec tous les fournisseurs de cloud, en particulier avec VMware. Vous le voyez, on supporte à partir d'un logiciel IBM Storage Integration Server un certain nombre d'API de VMware, et ça c'est très important pour l'hyperconvergence. Et on supporte également nativement, quand je dis on supporte, Spectrum Accelerate supporte également nativement d'autres API bien connus de chez VMware. On a une intégration parfaite, alors là j'ai mis XIV, ce qu'il faut lire c'est plutôt, pardon, chaque fois que vous voyez XIV là, c'est Spectrum Accelerate qu'il faut lire. Une intégration Spectrum Accelerate avec OpenStack qui est parfaite, puisque aujourd'hui, si vous développez une application d'administration en OpenStack, vous allez pouvoir l'utiliser si vous mettez en place DB Spectrum Accelerate, du logiciel Spectrum Accelerate. On supporte également les API RESTful,
Et on vient d'annoncer pour Spectrum Accelerate le support des API Microsoft qui permettent également de manager un cloud Microsoft via un protocole HTTP. Maintenant, passons au déploiement. Comment installe-t-on un logiciel Spectrum Accelerate? On va l'installer sur un environnement VMware. Donc, il y a 3 prérequis à assurer. Le premier, c'est que le code va s'installer dans une VM VMware. Il faut donc au préalable créer un data store. Le deuxième prérequis, c'est que le code VMware va être déployé à partir du réseau. Il faut donc activer sur chacun des serveurs les services SSH pour que le serveur de déploiement puisse se connecter aux différents serveurs cibles de l'architecture du cluster Spectrum Accelerate. Et enfin, on va avoir à gérer plusieurs flux dans un environnement Spectrum Accelerate. Le premier flux, c'est celui qui va permettre de communiquer avec l'extérieur. Le deuxième, c'est celui qui va permettre une communication entre les nodes. Le troisième, c'est celui qui va permettre d'administrer la solution Spectrum Accelerate. Et le quatrième, c'est celui qui permet d'administrer chacun des serveurs ESX. Ces flux doivent être définis dans des VLAN différents. Et pour définir des VLAN, on a plusieurs possibilités. Une des possibilités offertes par VMware, c'est d'utiliser des ports groupes. Donc c'est une des configurations qui est un prérequis avant de déployer une solution Spectrum Accelerate. Au niveau du déploiement, vous avez 2 phases principales. La première, c'est une phase dans laquelle vous allez préparer votre environnement. Donc, vous voyez, il y a 6 étapes. Vous descendez le code. Vous installez les systèmes d'exploitation sur chacun des serveurs. Vous configurez le réseau LAN sur chacun de ces serveurs. Et ensuite, vous allez définir les alias des ports groupes qui vous permettent d'assurer un VLAN. Vous construisez un data store sur chacun des serveurs pour accueillir le code Spectrum Accelerate. Et ensuite, vous allez devoir configurer un fichier XML qui va être utilisé par la procédure de déploiement. Et dans ce fichier-là, vous allez préciser par serveur les caractéristiques de chacun de ces serveurs. Et ce sont ces caractéristiques qui seront initialisées par la procédure de déploiement. Et une fois que vous avez terminé votre préparation, vous allez exécuter ce déploiement. Donc vous voyez ici, à partir d'un poste de travail, sous Linux ou sous Windows, vous allez pouvoir déployer le code Spectrum Accelerate pour chacun des serveurs cibles. Et montre en main, parce que je l'ai fait plusieurs fois, pour déployer une solution Spectrum Accelerate sur 3 serveurs, ça prend moins de 15 minutes. Au niveau des performances, il est intéressant de savoir quelles sont les performances qui sont offertes par une solution Spectrum Accelerate. Comme c'est une solution modulaire, ça dépendra du nombre de nodes, de serveurs qui ont été intégrés dans le cluster. Alors aujourd'hui, on n'a pas ces informations dans Disque Magique. Par contre, on a une adresse à laquelle on peut envoyer les caractéristiques de la solution que l'on veut mettre en œuvre en fonction des capacités demandées. Donc, si aujourd'hui un client nous demande une capacité et des performances, on sait tailler le cluster pour la capacité. Pour connaître les performances, eh bien, je fournis ces informations à cette adresse-là et en retour, il va me renvoyer un certain nombre de performances dont vous le voyez ici, ce que j'ai mis en gras, un nombre d'IO par seconde pour un mixed workload à 4 kg, avec des blocs de 4 kg. Et je vous donne un exemple qu'on a présenté à un client. Vous voyez sur ce tableau, vous avez une configuration Spectrum Accelerate, donc 3 nodes, 6 nodes, 9 nodes, 12 nodes, le nombre de corps par node, la RAM par node, le nombre de disques par node, la capacité des disques, avec ou sans SSD, le nombre de cartes. En résultat, vous avez la capacité utile et le laboratoire nous renvoie à ce tableau-là avec donc ce qui est le plus important ici, vous voyez, c'est l'avant-dernière colonne, le mix workload que l'on pourrait proposer au client. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez que
on peut considérer que dans une configuration de ce type avec du SSD, on peut atteindre 7000 I/O par seconde par serveur. Voilà, si vous devez garder un chiffre en tête, une configuration Spectrum Accélérate avec un serveur doté de SSD peut fournir 7000 I/O par seconde et par serveur. La licence Spectrum Accélérate, elle est globale, c'est-à-dire que toutes les fonctions que je vous ai présentées rapidement sont intégrées à la licence, vous n'avez pas d'option. Elle est flexible, vous pouvez l'avoir en perpétuel ou en mensuel. En perpétuel, tous les ans, vous avez la maintenance à ajouter. En mensuel, tout est inclus. Et elle est intégrée. Intégrée, ça veut dire que vous avez un outil que vous pouvez configurer qui envoie régulièrement à IBM la capacité utile utilisée. Et si vous dépassez la licence que vous avez achetée, vous êtes régularisé. Le prix de base, le prix est basé sur la capacité en binaire. Attention, ce n'est pas en décimal. Et je vous ai donné un exemple pour le perpétuel. C'est 1737 € hors taxe par TIB, en prix liste, bien sûr. Et en mensuel, c'est 73 € hors taxe, toujours en prix liste. Bon, il y a une offre professionnelle aujourd'hui. On offre les 20 premiers TIB. Je rappelle que la capacité totale d'une solution Spectrum Accélérate, c'est bien entendu la capacité utile, plus la capacité pour la duplication des partitions, donc 50%, plus la capacité pour assurer une continuité de service si je perds un serveur avec ses disques, plus 3 disques supplémentaires, et plus la capacité dont a besoin le système pour pouvoir enregistrer les statistiques et les métadatas des données qui sont réparties sur tous les disques. On peut vendre le Spectrum Accélérate dans 4 cas, dans 4 configurations différentes. La première, vous le voyez, c'est on vend une licence pour des serveurs qui sont chez le client. Donc, on ne vend que la licence. Dans le deuxième cas, on fait un bundle. On vend la licence et les serveurs sur lesquels vont tourner ces logiciels. Le troisième, c'est vous avez la possibilité d'utiliser Spectrum Accélérate chez SoftLayer. Et la quatrième, c'est un peu particulier, vous pouvez très bien acheter un XIV avec non plus une licence de base XIV, mais avec une licence perpétuelle Spectrum Accélérate. L'avantage, c'est que dans un XIV, les licences sont attachées à la machine. Si 3 ans après vous changez de machine, vous repartez à zéro pour les licences. Avec une licence Spectrum Accélérate perpétuelle, vous allez pouvoir assurer la portabilité de la licence. Bon, là, je passe rapidement sur cette portabilité, je viens d'en parler. Le support, ça c'est très important également, parce que là, on a quand même une décorrélation, une désynchronisation entre le logiciel et le matériel. Dans une appliance, vous avez le matériel et les firmware qui représentent le logiciel. Et tout ça, c'est assuré, là, maintenant, c'est assuré par IBM. Dans un environnement logiciel de stockage, vous avez le logiciel de stockage plus le matériel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel est déchiffré par le grossiste, comment déchiffré par le grossiste. Il est intégré dans le passeport avantage du client. La maintenance logicielle est fournie par IBM. La maintenance matérielle est fournie par le fournisseur de l'X86. Et la maintenance de l'hyperviseur, elle est à prendre chez VMware. Alors, elle est une option, mais elle est fortement recommandée. Recommandée, et eux, ça serait mieux. Je note. Cas d'usage. Donc, le premier cas qui se rapproche réellement de la raison pour laquelle on a déployé, on a développé des offres SDS, c'est j'ai besoin à T0 ponctuellement d'un espace de stockage de 20 Tera. Très bien. Je vais mettre en place 3 serveurs. Je vais acheter et déployer une licence Spectrum Accélérate sur ces 3 serveurs, de façon à avoir une solution de stockage en moins d'1 heure prête pour mon nouveau besoin. À T1, 3 mois, 6 mois, 9 mois après, j'ai besoin d'augmenter ma capacité de stockage. Très bien, je rajoute le nombre de serveurs. Dans ce cas, je rajoute un serveur, j'achète une licence complémentaire et mon système, il est opérationnel. Et puis, à la fin du projet, je décommissionne mon matériel et j'arrête de payer mes licences Spectrum Accélérate. Voilà donc le premier cas d'usage dans lequel vous voyez bien l'agilité de cette solution-là.
1, je ne paye que des licences mensuelles, et 2, j'arrête de payer lorsque mon projet est terminé. Dans un deuxième cas, c'est si je veux mettre en place un plan de reprise d'activité, je peux mettre en local en place un ou plusieurs clusters Spectrum Accelerate et répliquer en synchrone ou asynchrone vers un environnement soft layer. Et le troisième cas, c'est je veux gérer des sites régionaux dans lesquels j'ai des besoins de capacité plus faibles que sur un site central. Sur un site central, je peux avoir soit du XIV, soit du soft layer. Et en régional, je pourrais avoir un environnement Spectrum Accelerate et je réplique, donc j'assure la disponibilité de CDD via de la réplication. Voilà le troisième cas d'usage. Alors, on va passer maintenant à l'hyperconvergence et j'ai bientôt terminé. Au départ, et ça c'est fondamental, Spectrum Accelerate, c'est une offre de stockage logiciel qui fait partie de Spectrum Storage, qui est une offre SDS. Donc, à l'origine, notre solution est une solution de stockage. Donc, en version 11.5, quand elle a été annoncée, on pouvait, et on peut d'ailleurs toujours aujourd'hui, connecter sur un espace Spectrum Accelerate soit des serveurs standalone, soit des environnements virtualisés. Et donc ça, c'était le cœur de notre offre Spectrum Accelerate. Et puis, à partir de la version 11.5.1, on a annoncé qu'on supportait des VM applicatives sur les serveurs x86 qui fournissaient le service Spectrum Accelerate. Et donc, à partir de la 11.5.1, on est capable d'exécuter sur le même serveur des VM Spectrum Accelerate, la VM Spectrum Accelerate et la VM applicative. Ça veut donc dire que on va pouvoir virtualiser aussi bien la CPU, la mémoire et le LAN, ce que faisait VMware, mais également le stockage. Donc on aura des serveurs sur lesquels seront conjugués des services compute et des services stockage. C'est ce qu'on appelle l'hyperconvergence. Mais, à la différence de nos principaux concurrents, notre offre hyperconvergée, notre offre Spectrum Accelerate, qui couvre également l'hyperconvergence, elle reste capable d'utiliser des serveurs standalone, ce que ne font pas tous les fournisseurs de systèmes hyperconvergés. Alors, d'autres veulent aller un petit peu plus loin dans l'hyperconvergence. Et je vais essayer de vous expliquer comment on peut aller plus loin. Sur ce schéma, j'ai représenté ici la solution Spectrum Accelerate. Donc, un certain nombre de nodes, là j'en ai mis N. On va pouvoir, à partir de l'interface graphique dont on a parlé un petit peu plus tôt, on va pouvoir configurer un certain nombre de ressources. Donc, je vais pouvoir configurer un cluster pour ces trois nodes-là. Dans ce cluster-là, je vais pouvoir configurer trois nodes. Je vais définir un volume et je vais associer ce volume à ce cluster. Ça, c'est réalisé à partir de l'interface XIV. Et puis, pour que je puisse faire de l'hyperconvergence, je vais basculer sur le module d'administration de VMware, le vCenter ou le vSphere client léger, et je vais pouvoir me connecter chacun des serveurs à ces volumes qui ont été créés, qui leur ont été affectés. Je vais donc découvrir des devices, et sur ces devices, l'administrateur VMware va pouvoir développer, créer des datastores qui seront le support des VM applicatives. Eh bien, dans l'environnement hyperconvergé, certains demandent à ce qu'une partie de cette configuration-là puisse être réalisée par le vCenter, de façon à pouvoir avoir un outil d'administration unique pour toutes les ressources qui sont offertes pour l'hyperconvergé. Eh bien, c'est possible avec la solution Spectrum Accelerate. Pourquoi?
parce que indépendamment de l'hyperconvergence, bon, c'est un slide un petit peu lourd, mais je n'ai pas d'autre choix que de le présenter en l'état, on a développé un logiciel qui s'appelle IBM Spectrum Control Base Edition, qui permet d'interfacer un certain nombre de sous-systèmes de stockage logiciels ou matériel IBM avec VMware, de façon à ce que des API VMware ne soient plus en native sur chacun des systèmes, mais soient en focal sur un seul système. Eh bien, on peut utiliser ce logiciel pour développer, configurer un certain nombre de ces ressources. Et à ce moment-là, on se rapproche un peu plus de ce que demandent certaines personnes pour l'hyperconvergence, à savoir une interface unique d'administration de toutes les ressources. Voilà, en conclusion, vous l'avez compris, Spectrum Accelerate, c'est bien une solution de stockage logiciel en mode bloc qui est intégrée à la famille SDS d'IBM et qui est issue de la solution XID. C'est une solution performante, complète de par ses fonctions et surtout mature, puisque XID, ça tourne depuis 6 ans, 7 ans. En supplément de ces qualificatifs, vous avez une certaine flexibilité qui est associée à ce produit, puisque vous pouvez l'installer sur n'importe quel serveur x86, une très grande agilité, rapidité de mise en œuvre, et puis un prix compétitif. Pour une fois, les clients nous disent souvent qu'on a les meilleurs tarifs en termes de solutions logicielles matérielles. Voilà, j'ai terminé. Donc je peux prendre des questions si vous avez des questions.